Dans cet exposé, je vais parler de construction de courbes sur les surfaces K3. Et donc, je vais commencer par une introduction où je vais expliquer quels sont les objets auxquels on va s'intéresser. Donc, je vais commencer par rappeler ce qu'est une surface K3. Donc, une surface K3 sur un corps K. C'est une surface algébrique projective, lisse, géométriquement connexe, et qui satisfait les deux conditions suivantes, que son fibré canonique est trivial, et le H1 de X du faisceau structurel est trivial. Donc ces surfaces sont centrales dans la classification des surfaces algébriques. C'est une des raisons pour lesquelles elles sont intéressantes à considérer. Et l'exemple le plus simple de telle surface, c'est une hypersurface de P3 définie par une équation de degré 4. Et en fait, toutes les questions que je vais considérer aujourd'hui ne sont pas plus simples pour ces surfaces extrêmement explicites. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est le groupe de Picard de X, c'est-à-dire le groupe des fibrés en droite sur X, ou des courbes sur X à équivalence linéaire près. Et c'est un groupe abélien libre de type fini, d'un certain rang ρ de X. Rho de X est ce qu'on appelle le nombre de Picard de X. Donc c'est un entier qui quantifie en quelque sorte la complexité des sous-variétés de X, des courbes sur X. Sur le corps des nombres complexes, la situation est classique et très bien connue. Donc, on a une application première classe de Chern qui a un fibré en droite associe une classe de cohomologie dans le H2 de XZ. Cette application est injective et montre immédiatement que le nombre de Picard est plus petit que 22. Et en fait, on a une obstruction supplémentaire à l'existence de fibrés en droite sur X, donnée par la théorie de Hodge. Donc, on passe aussi la première classe de Chern arrive en fait dans un sous-groupe de ce groupe de cohomologie qui est l'intersection avec le H11 de X. Et c'est le théorème des classes 1,1 de Lefschetz qu'on a en fait un isomorphisme. Donc c'est le classe 1,1 de Lefschetz. En particulier, on peut, connaissant la structure de Hodge de X, calculer le nombre ρ de X, le rang de ce groupe. Maintenant, si on est, par exemple, sur un corps algébriquement clos, mais de caractéristiques finies, donc Iguza a montré que... Ah, excusez-moi, donc j'aurais dû... En particulier, comme le H11 ici est un espace vectoriel de dimension 20, le théorème des classes 1,1 les obstructions données par la théorie de Hodge montrent qu'on a l'inégalité plus forte, que le nombre de Picard est plus petit que 20. Sur C. Sur un corps algébriquement clos de caractéristique P, Iguza a montré que cette inégalité-là est toujours valable. Et on peut chercher des obstructions supplémentaires à l'existence de fibrés en droite, analogues à celles obtenues sur C par théorie de Hodge. Et c'est ce qu'ont fait Artin et Meiser. Donc Artin et Meiser ont défini un invariant H de X qui prend ses valeurs. Donc c'est pour les surfaces K3, il peut prendre toutes les valeurs entre 1 et 10 ou bien la valeur plus l'infini.
Et il y a deux cas qu'on doit distinguer. C'est le cas où la hauteur est finie et le cas où la hauteur est infinie. Les surfaces K3 de hauteur finie sont, en un certain sens, celles qui ont le même comportement que les surfaces K3 complexes. En particulier, Artin et Meiser montrent qu'on a une inégalité plus forte que celle d'Igusa, qui implique que le nombre de Picard est toujours plus petit que 20, comme dans le cas complexe. Le deuxième cas qu'il faut regarder, c'est le cas de hauteur infinie. C'est aussi les surfaces K3 qu'on appelle super singulières. Et ce sont c'est pour ces surfaces K3 que se passent des phénomènes spécifiques à la caractéristique P. Pour ces surfaces K3, Artin a conjecturé que le nombre de Picard était toujours égal à 22. Alors ici, en caractéristique P, on a obtenu des bornes sur le nombre de Picard, un peu analogue à celle-ci. On peut aussi se demander si on a quelque chose qui pourrait remplacer le théorème des classes 1-1 de Lefschetz, qui permettrait de calculer le nombre de Picard. Et en un certain sens, c'est le rôle de la conjecture de Tate. Donc pour calculer ρ de x, on dispose de la conjecture de Tate. Donc, dont l'énoncé est le suivant. Donc, je prends une surface K3 sur un corps K. Et l'hypothèse sur le corps K, c'est qu'il est de type fini. Donc, par exemple, il peut être de caractéristique 0, ça peut être un corps de nombre. Il peut être de caractéristique P, ça peut être un corps fini. Et je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas vraiment une hypothèse, parce que bien sûr, une surface K3 sur n'importe quel corps est définie sur un sous-corps de type fini. Donc ce n'est pas une hypothèse très restrictive, en fait. Je me donne aussi un nombre premier, inversible dans K. Alors, je peux regarder toujours une application première classe de Chern, du groupe de Picard de X, en cohomologie L-adique maintenant. Donc bien sûr, les fibrés en droite ici arrivent dans les invariants sous Galois de ce groupe de cohomologie. Donc le groupe de Galois agit naturellement et l'image de cette application est incluse dans les invariants sous l'action du groupe de Galois. Et la conjecture dit que, donc, si je tensorise par QL ici, c'est un isomorphisme. Autrement dit, toute classe de cohomologie Galois invariante est QL combinaison linéaire de classes de fibrés en droite. Et le théorème principal que je veux discuter aujourd'hui, c'est que cette conjecture est vraie, au moins en caractéristiques différentes de 2. Donc c'est un théorème qui est dû aux travaux de nombreuses personnes depuis longtemps. Donc disons, je vais faire une petite liste. Donc le cas où K est de caractéristiques nulles, en fait, on peut utiliser la construction de Kuga-Satake, que je vais discuter plus tard, pour se ramener à la conjecture de Tate pour les endomorphismes des variétés abéliennes qui a été prouvée par Faltings. Donc je vais, disons, l'attribuer. Maintenant, si K est un corps fini et X est elliptique,
c'est dû à Artin. Si K est un corps fini, de caractéristiques au moins 5, et si la hauteur de X est finie, c'est les surfaces K3 qui se comportent comme les surfaces K3 complexes, ce sont des travaux de Nygaard et Augus. Donc, suite à ces travaux, en fait, le cas qui restait à traiter, c'est le cas plus difficile, vraiment plus difficile, des surfaces K3 super singulières. Et donc, ça, ce sont des travaux aujourd'hui assez anciens. Les 3 travaux que je vais mentionner ci-dessous sont des travaux très récents. Donc, le premier, c'est une même hypothèse sur le corps, mais pour le cas super singulier. Et s'il existe une polarisation sur X de petit degré par rapport à la caractéristique. Et donc, s'il existe une polarisation de degré D avec P plus grand ou égal à 2D plus 4. Donc c'est dû à Molik. Les mêmes hypothèses, mais sous l'hypothèse qu'il existe une polarisation de degré premier à la caractéristique, c'est dû à Charles. Et finalement, le cas général, tel que je l'ai énoncé ici, c'est dû à Madapusipera. Et donc, je voudrais expliquer plus tard dans cet exposé les idées de ces travaux récents, des idées derrière ces travaux récents. Avant ça, je voudrais expliquer des conséquences de ce théorème, donc le corollaire, qu'implique ce théorème sur le nombre de picards de surface K3. Donc si X est une K3 sur un corps algébriquement clos de caractéristiques première impaire. Alors la première chose, c'est que le nombre de picards de X peut prendre toutes les valeurs entre 1 et 20, ou bien la valeur 22. Qu'il prend la valeur 22 exactement si la surface K3 est super singulière, c'est-à-dire si la hauteur de la surface K3 est infinie. Donc ça, c'est la conjecture d'Artin. Excuse-moi. Oui. Ce que tu as écrit en A, c'est pas ce que ça dit. Ça prend toutes les valeurs, ça veut dire que ça peut... Oui, ça peut prendre toutes les valeurs. Ça peut prendre toutes les valeurs. Sur un corps... Non, excusez-moi. Mais c'est ce que... Effectivement, donc sur un corps fini, c'est ce que je viens ici... Non. Sur un corps de gros degré de transcendance, elle peut prendre... Le nombre de picards peut bien prendre toutes les valeurs de 1 à 20 et la valeur 22. Mais il y a un phénomène surprenant, qui est que si le corps algébriquement clos que je considère est la clôture algébrique d'un corps fini, il y a une restriction supplémentaire qui dit que le nombre de picards de X est pair. C'est un phénomène un peu surprenant parce qu'on s'attend à ce que génériquement, en un certain sens, ce soit la valeur 1 qui soit atteinte, mais si la surface K3 est en fait définie sur un corps fini, ça ne peut pas arriver. Donc je voudrais expliquer rapidement la preuve de 3, parce que elle va être utile pour la suite. Et c'est un argument qui est dû à Swinnerton d'ailleurs. Eh ben, donc supposons que je prends une surface K3X définie sur un corps fini FQ. Le groupe de Galois de FP bar sur FQ est topologiquement engendré par l'élévation à la puissance QM, le QM Frobenius.
Maintenant, je vais regarder les valeurs propres de l'action de ce Frobenius sur ce groupe de cohomologie. Et je vais les distinguer en... Je vais distinguer celles qui sont des racines de l'unité et celles qui n'en sont pas. Et celles qui ne sont pas des racines de l'unité, en fait, elles sont associées 2 par dualité de points carrés. Donc elles sont en nombre pair. Par dualité de points carrés. Elles sont en nombre pair. Donc, comme la dimension de ce groupe de cohomologie est pair, égale à 22, la multiplicité des valeurs propres qui sont des racines de l'unité est également pair. Donc, les valeurs propres qui sont des racines de l'unité sont également en nombre pair. Et maintenant, je peux faire une extension finie de mon corps fini pour que ces racines de l'unité soient en fait toutes égales à 1. Et comme en plus on sait par 2 lignes que le Frobenius agit de manière semi-simple sur ce groupe de cohomologie, eh bien, ça montre que la dimension du sous-espace fixé par le Frobenius dans ce groupe de cohomologie est pair. Donc, je ne vais pas écrire les détails. Oui. Pour calculer ρ de x, c'est réellement effectif, au moins sur un corps fini. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Est-ce que c'est x pour calculer ρ de x? Ah, oui, j'ai compris la question. Si on sait calculer effectivement ρ de x, mais je pense que oui, je dois avouer que moi je ne connais pas du tout ce genre de problématique, donc je ne peux pas y répondre. Je pense que oui. Mais je n'ai pas envie de répondre. Oui. Ça, c'est... C'est la construction de Kuga-Satake qui permet de le montrer. Parce que donc, le H2, ici, peut se réaliser comme un sous-module galoisien de l'endomorphisme. Ah, c'est automatiquement... Donc, dans la deuxième partie de l'exposé, je vais expliquer des idées pour la preuve de ce théorème. Avant, j'aimerais expliquer une application de la conjecture de Tate, et plus précisément du numéro 3 du corollaire, à la construction de courbes rationnelles. Donc, ce que j'appelle une courbe rationnelle sur une surface K3. Sur n'importe quelle variété, donc sur une surface K3 par exemple, X, c'est une sous-variété intègre dont la normalisation est isomorphe à P1. Donc elle n'est pas forcément lisse, ça peut être une courbe rationnelle nodale ou avec des cusps. Donc de toute façon, effectivement, donc je suis d'accord.
La conjecture auquel j'allais mettre l'hypothèse de corps algébriquement clos juste ici. Je suis d'accord que je suis d'accord que je veux mettre sur un corps algébrique. C'est la question que je veux regarder est géométrique. Donc si X est une surface K3 sur un corps algébriquement clos, X contient une infinité de courbes rationnelles. C'est une question. C'est une conjecture. Et vous voyez bien que c'est une question de nature un peu différente que la conjecture de Tate, où là on cherche à construire des courbes à équivalence linéaire près. Là, il s'agit vraiment de construire des vraies sous-variétés. Donc c'est une question de nature beaucoup plus géométrique. Donc ça, c'est non trivial sur C, et c'est pas connu sur C. C'est pas démontré, même sur C. Il y a des surfaces K3 complexes pour lesquelles ce n'est pas connu. Et l'un des principaux résultats connus sur cette question, c'est un théorème donc, qui est dû à Bogomolov, Asset, Tschinkel. Donc la méthode leur est due et elle a été améliorée et rendue plus efficace par Lie et Littke. Et donc la conjecture est vraie. La réponse est oui. Dans les deux cas suivants. Alors soit si on est sur un corps de caractéristiques nulles, donc par exemple sur C, et X n'est pas défini sur un corps de nombres. Oui, c'est ça. Ne peut pas être défini sur un corps de nombres. Absolument. Et X ne peut pas être défini sur un corps de nombres, sur Q bar. Et le deuxième cas où leur stratégie fonctionne, disons c'est si la K est un corps de caractéristiques différentes de 2, et le nombre de picards de X est impair. Et on peut remarquer que ça contient le cas de nombre de picards 1, qui est en un certain sens le cas générique. Donc, voilà. Donc je ne vais pas expliquer la preuve de ce théorème, je veux juste expliquer quelle est la difficulté et pourquoi c'est la conjecture de Tate à travers le petit 3 du corollaire qui permet de résoudre, de surmonter cette difficulté. Donc pour fixer les idées, je vais prendre une surface K3 sur Q et de nombre de picards impair. Donc je suis dans le cas petit 2. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce n'est pas difficile de construire une courbe rationnelle sur X. C'est connu depuis longtemps, c'est dû à Bogomolov et Mumford. Et ce sont des arguments de déformation. Par les arguments de déformation. Donc c'est Bogomolov, Mumford. On sait construire une courbe rationnelle sur X. Et là, le principe est le suivant, c'est on considère une déformation de la surface K3X, où on sait explicitement à la main construire une courbe rationnelle, et on déforme cette courbe rationnelle sur X. Et puis on peut en construire une deuxième en choisissant une deuxième déformation de X, et sur lequel on sait construire une autre courbe rationnelle, et on peut redéformer à X. Puis une troisième, une quatrième. Et en fait, la difficulté, c'est de s'assurer, trouver un moyen de s'assurer qu'on construit des courbes rationnelles distinctes. Une deuxième, une troisième. Comment s'assurer qu'elles sont distinctes?
Et alors l'idée de Bogomolov-Hassanetzchenko est la suivante. C'est je choisis un nombre premier P, un nombre premier de bonne réduction pour X. Par la conjecture de Tate, ici le nombre de picards géométriques de X est impair, mais le nombre de picards géométriques de la réduction de X est pair. Par la conjecture de Tate. Il y a plus de fibrés en droite sur la réduction de X que sur X. Et en particulier, par les arguments de Bogolov et Mumford, permettent de construire une courbe rationnelle que je vais noter CP dans la réduction modulo P de X, dont le fibré en droite associé ne se relève pas à X. Et maintenant, alors, je sais pas comment, un argument de schéma de Hilbert montre que les degrés de ces courbes rationnelles CP, contre une polarisation que j'ai fixée a priori, ne peuvent pas être bornés quand P varie. Que le degré de ces courbes rationnelles ne peut pas être borné. Parce que s'il était borné, en fait, on pourrait relever certaines de ces courbes en caractéristique 0 et le fibré en droite se relèverait. Et donc, ce qu'on fait, c'est ensuite, toujours par des techniques de déformation, donc ici, je mets toujours Bogomolov-Mumford, je le mets entre des gros guillemets, on construit une courbe rationnelle CP', maintenant en caractéristique 0, et dont la réduction modulo P contient CP. Donc et là, on a gagné parce qu'on a construit sur notre surface K3 des courbes rationnelles dont le degré n'est pas borné, et donc visiblement une infinité de courbes rationnelles. Je voudrais insister sur le fait qu'ici, il y a des arguments de théorie de déformation qui sont difficiles, et c'est ici que j'ai caché les difficultés, et c'est essentiellement le travail de Lie et Littke. Oui, mais sur un corps de nombres, je remplacerai les nombres. C'était juste pour simplifier, si je remplace les nombres. Ah, ça c'est pour le deuxième. J'ai expliqué les arguments dans le deuxième cas, où la conjecture de Tate intervient. Et dans le premier cas, il faut remplacer. Tout ce qu'il faut faire, c'est trouver des spécialisations où le nombre de picards croît. Pour faire marcher l'argument, il faut trouver des spécialisations de X où le nombre de picards géométriques croît. Ici, on peut utiliser la conjecture de Tate sur les corps finis. Et là, on peut utiliser un argument de théorie de Hodge. Et voilà, donc je voulais juste expliquer cette jolie application de la conjecture de Tate à la construction de courbes rationnelles sur les surfaces K3. Donc dans le reste de l'exposé, je vais expliquer des idées qui interviennent dans la preuve de la conjecture de Tate. Donc la raison pour laquelle la conjecture de Tate est accessible pour les surfaces K3, une des raisons, c'est que on dispose d'une construction qui s'appelle la construction de Kuga-Satake, qui permet d'associer à une surface K3 une variété abélienne, et que ce genre de type de problème pour les variétés abéliennes sont bien connus. Et
les trois résultats récents, donc de Molik, Charles et Madapussi-Perra, reposent tous sur un résultat nouveau sur la construction de Kugasatake que je voudrais commencer par expliquer. Donc, la construction de Kugasatake. Donc, dans un premier temps, je vais me placer sur le corps des nombres complexes. Et je vais considérer l'espace de modules, donc la variété qui paramètre, des surfaces K3, munis d'une polarisation de degré D. De degré 2D. Donc je vais appeler M2D. C'est cet espace. Donc je prends dedans une surface K3X, munie d'un fibré ample de degré 2D. Et à cette surface K3 polarisée, je peux associer sa cohomologie primitive, c'est-à-dire l'orthogonale de la polarisation. Donc ça, c'est une structure de Hodge entière, munie d'une... Donc il y a une forme quadratique donnée par le cup produit. Et de telles structures de Hodge sont paramétrées par un domaine de période qui est une variété de Shimura, si on veut, de type orthogonal. Et que je vais noter Ch pour Shimura DC. Et j'ai une application des périodes qui associe à une surface K3 polarisée sa structure de Hodge. Et c'est le théorème de Torelli, classique, que cette application des périodes est une immersion ouverte. Voilà. Alors je voudrais m'excuser tout de suite. Donc dans la suite, il faudrait remplacer à plusieurs moments ces variétés, éventuellement par des revêtements étals correspondant à des structures de niveau. Il faudrait aussi faire la distinction entre une variété de Shimura de type orthogonal et une variété de Shimura de type G-spin. Ah, bien sûr. Ouh là là, alors je suis... donc dans le cas algébrique, là, il est dû, je pense... je suis vraiment désolé, j'ai pas envie de... Piavetsky, Shapiro, Shafarevich. C'est pas? Ce n'est pas le théorème classique. Non, c'est pas le théorème donc c'est le théorème de Torelli pour les surfaces K3 polarisées. Et je pense que c'est... Oui, c'est dans l'astérisque sur surface K3, module et période. Voilà. Ouais, donc je voulais juste dire que pour simplifier les... Oui. Oui, je comprends, je suis désolé, effectivement. C'est un théorème on l'appelle théorème de Torelli, il n'est pas du tout dû à Torelli, puisque le théorème de Torelli, c'est pour les courbes, pas pour les surfaces K3. Et donc il est dû, je pense, à Piasecki, Shapiro et Shafarevich. Mais je ne veux pas... J'ai peur de... Donc dans la suite, sans le dire, il faudrait... à plusieurs endroits, remplacer ces variétés par des revêtements étals, remplacer ces variétés de Shimura type orthogonale par une variété de Shimura de type G-spin, et je ne vais pas faire cette distinction pour simplifier la présentation. Voilà. Donc la construction de Kugasatake permet d'associer à une telle structure de Hodge une variété abélienne de la manière suivante. Donc je peux considérer l'algèbre de Clifford de cette forme quadratique. Donc je considère l'algèbre de Clifford réelle. Je quotiente par l'algèbre de Clifford entière. Et en fait, il est possible de munir cet espace vectoriel réel d'une structure complexe qui fait de ce quotient un tor complexe qui est en fait une variété abélienne. C'est la construction de Kugasatake. Ceci est une variété abélienne et qui appartient à un certain espace de modules, que je vais noter AB-C, de variété abélienne polarisée. Donc ça, c'est un espace de modules
de variété abélienne polarisée. Et bien sûr, cette construction. Et donc, je vais annoter petit i cette application qui a une structure de Hodge de ce type-là, associe la variété abélienne donnée par la construction de Kuga-Satake. Donc, bien sûr, pour la conjecture de Tate, on n'est pas intéressé par le. On ne souhaite pas travailler spécifiquement sur le corps des nombres complexes. Et en fait, ces constructions ont été étendues sur d'autres bases. Donc, ces constructions, ce diagramme, disons, est naturellement défini sur Q. Donc ça, c'est essentiellement dû à deux lignes, à l'aide de la théorie des classes de Hodge absolue. Donc ici, il faut remplacer par l'espace de module des surfaces K3 sur Q, ici par le modèle canonique de la variété de Shimura, ici par l'espace de module de variété abélienne sur Q. Et c'est en fait également naturellement défini disons hors de la caractéristique 2. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un diagramme tout à fait analogue qui étend ce diagramme, où ici je mets l'espace de module des surfaces K3 polarisées sur Z crochet 1,5. J'ai une application des périodes à valeur dans un modèle entier canonique de cette variété de Shimura. Et une application de Kuga-Satake à valeur dans un espace de module de variété abélienne polarisée sur Z crochet 1,5. Et alors, donc, il faut que je. Donc, ces espaces de modules sont construits depuis longtemps. La construction de tels modèles canoniques entiers de variété de Shimura est récente. Et ce sont des travaux des travaux de Vassiou, Kissin, Madapusipera. Et je voudrais. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'il faudrait citer. Je pense que la première personne qui a considéré la construction de Kuga-Satake en caractéristiques mixtes en famille, avec ce point de vue-là, en tout cas le premier article que je connais qui en parle, c'est Rizov. Hein? Et donc le théorème. Le résultat nouveau sur la construction de Kuga-Satake, qu'utilisent les trois articles récents sur la conjecture de Tate pour les surfaces K3, c'est une extension en caractéristique mixte du théorème de Torelli, qui dit que cette application des périodes étendue sur Z crochet 1,5 est encore une immersion ouverte. Donc ce théorème est dû, dans une généralité croissante, à Rizov, Molik, Charles, Madapusipera. L'application des périodes est une immersion ouverte. Donc dans la suite de cet exposé, je voudrais insister sur la manière dont ce résultat, ce théorème de Torelli en caractéristique mixte, intervient dans l'épreuve de la conjecture de Tate. Donc Donc une manière dont il intervient, c'est à travers ce que je vais appeler les endomorphismes spéciaux.
Donc je vais me placer encore quelques instants sur C. De la construction de Kuga-Satake, on tire une relation cohomologique entre une surface K3 et la variété de Kuga-Satake associée, en faisant agir donc, la multiplication à droite de la cohomologie primitive d'une surface K3 complexe sur son algèbre de Clifford induit un morphisme de structure de Hodge donc de la cohomologie primitive de la surface K3 dans les endomorphismes du H1 de la variété de Kuga-Satake associée. Donc il faudrait mettre un twist ici. Je vais appeler ça phi. Et donc cette relation cohomologique est particulièrement intéressante parce que les fibrés en droite prennent la classe de cohomologie d'un fibré en droite arrive dans ce groupe de cohomologie et la classe de cohomologie d'un endomorphisme de la variété abélienne arrive dans ce groupe de cohomologie. Et donc on peut espérer, et c'est ce qui va se passer, travailler avec des endomorphismes de variété abélienne plutôt qu'avec des fibrés en droite sur des surfaces K3. Alors bien sûr ça c'est sur C, mais donc si sur un corps quelconque, cette relation a été étendue. C'est vraiment des idées de deux lignes. Étendues à d'autres théories cohomologiques. À savoir les cohomologies L-adiques pour L inversible dans K. Et la cohomologie cristalline, si K est de caractéristiques finies. Et donc la définition cruciale, c'est dans cette situation, donc si j'ai X une K3 sur, une surface K3 sur un corps K, et A, la variété abélienne de Kuga-Satake associée à X, je vais dire qu'un endomorphisme de A est spécial si sa classe de cohomologie pour toutes les cohomologies L-adiques avec L inversible dans K et pour la cohomologie cristalline si K est de caractéristiques finies. Donc si sa classe de cohomologie est dans l'image de phi. Donc ce sont exactement les endomorphismes de la variété de Kuga-Satake qu'on peut espérer relier aux fibrés en droite sur la surface K3. Donc on va noter, bon, je ne sais pas très bien, c'est comme ça que L and de A, l'ensemble des endomorphismes spéciaux de A. Et donc le théorème précis, donc, qui est dû sous la forme dans laquelle je l'énonce à Madapusi-Perra, mais les arguments sont tels quels utilisés dans Charles. Il n'énonce pas le théorème tel quel. Donc je peux regarder les fibrés en droite sur la surface K3 qui sont orthogonaux à la polarisation. Ils ont une classe de cohomologie en cohomologie primitive, disons L-adique. Ensuite, j'ai l'analogue de l'application phi en cohomologie L-adique. Donc, dans les endomorphismes du H1 L-adique de la variété de Kuga-Satake de X. Les endomorphismes spéciaux de A ont naturellement une classe de cohomologie dans ce groupe de cohomologie. Et le théorème, c'est que
on a une bijection entre donc, fibrés en droite sur X orthogonaux à la polarisation et endomorphismes spéciaux de A. Et donc, on peut vraiment... on ramène les problèmes de fibrés en droite sur X à des problèmes d'endomorphisme de la variété de Tougas-Attaqué. Et ce sur quoi je voulais insister, c'est que la preuve de ce théorème utilise le théorème de Torelli ci-dessus. Donc, c'est la idée de preuve. Le sens intéressant, c'est plutôt celui-là, puisqu'on va d'abord construire des endomorphismes de la variété abélienne, et ça permettra de construire des fibrés en droite sur X, qui était notre objectif. Et donc, comment ça fonctionne? Supposons que je suis sur un corps de caractéristique P. Je prends un endomorphisme spécial de A. Je vais relever, donc c'est la bonne connaissance qu'on a à l'aide de la théorie de Serre-Tate, par exemple, de la déformation des endomorphismes des variétés abéliennes, permet de relever A en caractéristique nulle avec son endomorphisme spécial. Et quand je dis relever A, c'est relever A comme point de la variété de Shimura, D, là. Le théorème de Torelli montre, comme P est une immersion ouverte, que la surface K3 se relève automatiquement avec. Donc on a un relèvement automatiquement. On a un relèvement de la surface K3 avec. Et maintenant, l'endomorphisme spécial en caractéristique nulle a une classe en cohomologie de Betti pour un certain prolongement complexe du corps de base. Cette classe est une classe de Hodge. Elle va induire une classe de Hodge sur le H2 primitif Betti du relevé de la surface K3. Par le théorème des classes 1,1 de Lefschetz, c'est la classe d'un fibré en droite, et je peux respécialiser ce fibré en droite en caractéristique P. Et donc, je ne vais pas écrire les détails, mais j'ai esquissé la manière dont on peut associer à un endomorphisme spécial de A un fibré en droite sur X. Donc l'idée de la preuve, c'est relever en caractéristique nulle. Et pour faire ça, on utilise Torelli, la version en caractéristique mixte que j'ai énoncée là-dessus, et appliquer le théorème des classes 1,1 de Lefschetz. Voilà. Donc dans une troisième partie de cet exposé, je vais bien maintenant passer aux idées de preuve de la conjecture de Tate. Donc, disons, la conjecture de Tate. Et donc, je voudrais successivement expliquer rapidement, pas en détail, les arguments des 3 articles récents. Donc, je vais commencer par la stratégie d'Avesh-Molik. Donc, l'idée de Molik est d'utiliser deux résultats qui sont dus à Artin. Le premier de ces résultats, c'est que donc il ne traite que le cas super singulier. Donc, il prend X, une surface K3 super singulière. Et il utilise 2 résultats d'Artin. Tout d'abord, on connaît la conjecture de Tate si X est elliptique. Artin, la conjecture de Tate est vraie si X est elliptique. Un autre résultat d'Artin montre que la conjecture de Tate est vraie si elle est vraie pour une déformation super singulière de X. Alors, la formulation n'est peut-être pas très claire, mais je vais préciser tout de suite.
Donc en particulier, il suffit donc de montrer que toute composante irréductible que je vais appeler C du lieu supersingulier intersecte le lieu elliptique. Et la raison, c'est que si elle intersecte le lieu elliptique, il y a une surface K3 dans cette composante irréductible qui vérifie la conjecture de Tate par le premier résultat d'Artin, et par le second, toutes les surfaces K3 paramétrées par cette composante irréductible vérifient la conjecture de Tate. Et donc pour faire cela, Molik combine deux ingrédients. Donc un résultat d'amplitude pour le lieu elliptique. Donc il existe un diviseur ample sur l'espace de module des surfaces K3 en caractéristique P, qui est constitué exclusivement de surfaces K3 elliptiques, inclus dans le lieu, dont le support est inclus dans le lieu elliptique. Donc, pour ça, il utilise de manière essentielle des travaux de Borchertz, de construction de formes automorphes, qui permettent en fait de faire ceci sur le corps des nombres complexes. Et un autre ingrédient essentiel pour cette première étape de la stratégie de Molik, c'est le théorème de Torelli en caractéristique mixte que j'ai indiqué ici. Donc plus Borchertz, plus Torelli en caractéristique mixte. Et pourquoi ça? Parce que la manière dont il montre que le diviseur qu'il construit est ample sur son espace de module, c'est en vérifiant que le fibré en droite associé est proportionnel au pullback par cette composée du fibré ample naturel sur l'espace de module des variétés abéliennes polarisées. Donc en particulier, c'est essentiel que... c'est vraiment important que, par exemple, l'application des périodes P ici ne contracte pas la composante irréductible du lieu supersingulier C que j'ai choisi. Donc, pour cette étape, le théorème de Torelli est crucial pour Molik. Et le deuxième ingrédient, c'est qu'il existe une courbe propre incluse dans C. Et donc, ça conclut parce que, bien sûr, un diviseur ample rencontre une courbe propre, toujours, enfin l'intersecte. Et la manière, ici, pour reconstruire des courbes propres dans C, c'est-à-dire des familles propres de surface K3 lisses, il faut contrôler la bonne réduction des surfaces K3. Et donc à cet effet, il utilise un théorème de réduction semi-stable qui est dû à Saito et des travaux sur le programme du modèle minimal en caractéristiques finies qui sont dus à Kawamata. Hop. Et c'est à cette étape que les restrictions fortes sur la caractéristique interviennent, parce que les théorèmes de réduction semi-stable sont en petites caractéristiques, ne sont pas connus. C'est à cette étape que... Alors, je ne sais pas... Okay.
Donc la stratégie de Charles est une amélioration de la stratégie de Molik. Donc, je ne sais pas comment. Et l'idée de Charles, c'est de travailler moins avec les surfaces K3 et plus avec leur variété de Kuga-Satake. Et donc, exactement les mêmes arguments de Molik montrent. Donc il va travailler plus sur cette variété de Shimura que sur l'espace de module des surfaces K3. Donc ça, c'est exactement les mêmes arguments que ceux de Molik, essentiellement à appliquer les résultats de Borchardt, qu'il existe un diviseur ample sur la réduction modulo P de cette variété de Shimura, qui est inclus donc dans le lieu elliptique, ce qui en tient lieu. Ça, il n'y a aucune différence à cette étape. Et l'étape où on gagne quelque chose, c'est que maintenant, pour construire des courbes propres, il existe une courbe propre incluse dans l'adhérence de C dans cette variété, dans ceci. Donc dans C bar. Et C bar, je définis C bar comme étant l'adhérence de C dans CHDFP. Et ça, c'est visiblement plus facile que ceci, parce qu'il s'agit juste de contrôler la bonne réduction de variétés abéliennes. Et que l'existence du modèle de Néron permet de le faire plus facilement. Et ce qui techniquement permet de le faire, c'est le fait que si X est super singulière, sa variété de Kuga-Satake associée est super singulière, et on sait que une famille de variétés abéliennes super singulières a toujours bonne réduction. Potentiellement bonne réduction. Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné qu'il existe un point donc dans l'adhérence de C et dans le lieu elliptique. Alors malheureusement, ce point n'a aucune raison d'être inclus dans l'espace de module des surfaces K3, dans cet ouvert de ceci. Donc il ne correspond pas à une surface K3 elliptique. Il correspond à une certaine variété abélienne. Et le fait qu'il soit dans le lieu elliptique se traduit par le fait que cette variété abélienne a un endomorphisme particulier. Donc la variété abélienne associée a un endomorphisme particulier qui traduit le fait qu'elle est dans le lieu elliptique. Donc on peut déformer cet endomorphisme à un endomorphisme. Donc je vais l'appeler AX. On peut déformer cet endomorphisme en un endomorphisme de AY, où Y maintenant est une des variétés abéliennes associée à un point qui est vraiment dans C et pas dans son adhérence, par cet endomorphisme, il est spécial. Et donc, en fait, il correspond par le théorème qui est ici à un fibré en droite sur la surface K3 associée. Et ce fibré en droite atteste que la surface K3 associée est elliptique. Et on conclut. Donc qui est spécial. Ça permet de vérifier que la K3 associée est elliptique.
Et on conclut comme dans la stratégie de Molik en utilisant les résultats d'Artin. Voilà. Tout ce que je voulais... Oui. Donc il y a vraiment une... Oui. Il y a vraiment une simplification ici à travailler avec la variété de Kugasatake et ses endomorphismes, plus qu'avec la surface K3 et ses fibrés en droite. Donc je vais dire très peu de la stratégie de Manapoussi-Pera, parce qu'il me reste peu de temps. Donc il y a essentiellement deux étapes. La première étape, c'est démontrer ce théorème-là, que les fibrés en droite orthogonaux à la polarisation sont pareils que les endomorphismes spéciaux. Donc l'étape 1, c'est montrer ce théorème. Et une fois qu'on a montré ce théorème, on est ramené à l'énoncé suivant. Donc toute classe, on peut énoncer l'énoncé de la conjecture de Tate, non pas en termes de fibrés en droite sur X, mais en termes d'endomorphismes spéciaux pour sa variété de Kugasatake. Et donc quand on traduit l'énoncé, on obtient toute classe Galois invariante dans l'image donc de ce que j'avais appelé l'application phi H2 dans les endomorphismes de la voilà. EQL combinaison linéaire de classes d'endomorphismes spéciaux. Là, j'ai réécrit l'énoncé de la conjecture de Tate en prenant en compte que les fibrés en droite orthogonaux à la polarisation sur X sont exactement les endomorphismes spéciaux. Et maintenant, on obtient un énoncé qui est vraiment analogue à l'énoncé de la conjecture de Tate pour les endomorphismes des variétés abéliennes. Et donc la preuve de Manapoussi-Pera s'inspire très fortement de la preuve par Tate de la conjecture pour les endomorphismes des variétés abéliennes sur les corps finis. Donc cette preuve de Tate utilise de manière essentielle donc l'étape 2. On s'inspire de la preuve par Tate de la conjecture de Tate pour les endomorphismes des variétés abéliennes sur un corps fini. Cette preuve de Tate utilise de manière un ingrédient essentiel, c'est un peu ridicule, c'est la finitude des variétés abéliennes qui possèdent une polarisation de degrés fixés, de dimensions fixées et définies sur un corps fini fixé. Ici, cet argument de finitude va être remplacé dans la preuve de Manapoussi-Pera. On exploite la finitude des points à valeur dans un corps fini de ma variété, du modèle entier de ma variété de Shimura. Et pour pouvoir, donc c'est vraiment ça qui remplace l'argument analogue dans la preuve de Tate. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir, disons, savoir ce que paramètre cet ensemble. Il faut avoir une description en un certain sens modulaire de cet ensemble. Et ça, ce sont des travaux de Kissin. Donc, voilà. Donc à cet effet,
Madapusipera exploite la description donnée par Kissin donc de ces FQ points de la variété de Shimura HED. Voilà. Donc je ne vais pas donner plus de détails. Je vous remercie. Avant de donner la parole pour les questions, il faut utiliser le micro pour poser des questions, pour que les questions soient enregistrées. Quand une K3 est elliptique, elle peut l'être sans doute de plusieurs façons. Oui. Qu'est-ce que c'est le lieu elliptique alors? C'est vraiment l'ensemble des surfaces K3 qui possèdent une fibration elliptique. Donc c'est équivalent à ce qu'elle possède un fibré en droite de carré nul. Et c'est une réunion dénombrable de sous-variétés de l'espace de module. C'est méchant. Oui, c'est méchant, bien sûr. A posteriori, le lieu super singulier est inclus dans le lieu elliptique, une fois qu'on a montré la conjecture de Tate. The question is not so precise, so I'm not. This is related to what you write in page 17 about these FP bar points of the Shimura variety corresponds to a billion, well in French, to a billion varieties of FP bar with certain distinguished cohomology classes. Yes. Now, as far as I remember, so the idea is to look at some Shimura variety of PL type. So inside let us say the modular space of principally polarized or with some degree of P and variety over in characteristic 0, and then you look at the reduction mod P. And the idea is to take the closure, but maybe you have to normalize. In particular, you may have to separate branches. It could be, you cannot exclude that there are several branches that coincide at some characteristic P points, and this would affect counting points. No, yes, but when you separate branches, the modular interpretation you have of, if there are 2 points here that have been separated, it means that it corresponds to the same abelian variety, but the distinguished cohomology classes are different. This is what you're... So you can describe the normalization precisely because the... Okay, I don't know I just, several years ago I discussed with you, I didn't understand some point in what Kissin wrote or this. So it is very precise in Kissin's paper that if you take only the closure and you take a point in the closure without normalizing, then when you normalize, there are several points above it, and they correspond to different distinguished cohomology classes. Okay. Si je ne m'abuse, l'approche de Charles fournit aussi la conjecture de Tate pour des variétés hypercalériennes. Est-ce que celle de Madapusipera Donc, oui, je pense. Donc, il y a toujours... donc, je n'ai pas vérifié. Je pense que oui. Il est possible qu'il y ait des restrictions. Par exemple, c'est possible que certains des arguments de déformation ne fonctionnent pas pour des variétés hypercaleurs qui auraient très petit deuxième nombre de Betty. Mais on ne connaît pas l'existence de telles variétés hypercaleurs, mais...